Bonjour à tout le monde. Bienvenue à la consultation sur la stratégie globale du domaine des responsabilités sur les violences basées sur le genre, organisée dans le cadre du forum annuel du cluster protection globale. Et je m'appelle Noémie. Je travaille normalement en Afrique de l'Ouest et centrale pour le GBV-IOR. Mais aujourd'hui, je modère toute cette discussion car notre facilitatrice pour la stratégie, elle est seulement anglophone. Donc, j'ai ce privilège et je commence par inviter quelques personnes pour le mot d'ouverture. Donc, d'abord, j'invite Sophia Ketib-Grund, qui est pour le Global Protection Cluster, à ouvrir la session. À toi, Sophie. Ah, Sophia, pardon. Oui, bon après-midi tout le monde. Je suis très contente d'être là avec vous cet après-midi. Bienvenue au forum du cluster de protection mondiale dans le cadre de notre forum annuel. Comme vous le savez, on se réunit une fois par an pour discuter de thématiques importantes, pour discuter avec vous de problèmes, identifier des lacunes et se mettre d'accord sur des orientations stratégiques de notre cluster ensemble dans le cadre de ces discussions. Donc, bienvenue pour cette discussion aujourd'hui qui va porter sur les orientations stratégiques de la nouvelle stratégie du domaine de responsabilité de GBV. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir eu déjà une session ce matin en anglais avec nos collègues anglophones et la même chose avec vous cet après-midi en français pour vraiment échanger sur les besoins qu'on identifie auxquels cette nouvelle stratégie va devoir répondre. Donc bien sûr que cette stratégie va être développée dans le cadre et en alignement avec les autres stratégies des autres domaines de responsabilité, particulièrement aussi avec le cadre stratégique du cluster lui-même. Vous savez qu'au niveau global, on a adopté l'année dernière un nouveau cadre stratégique. Donc voilà, avec ces paramètres-là, aujourd'hui, on est invité à discuter ensemble des orientations stratégiques à poser dans cette stratégie. Donc bien sûr que ces échanges sont critiques et essentiels pour nous parce qu'ils nous permettent vraiment d'identifier les zones où on a besoin de plus collaborer ensemble à l'intérieur du cluster, entre les domaines de responsabilité et le cluster, mais aussi avec des partenaires extérieurs. Comment faire en sorte que ces alliances et ces coopérations, ces types de coopération nous amènent à trouver et à mettre en place des objectifs de protection efficaces et qui répondent aux besoins essentiels du terrain. Donc voilà, je vous invite à un bon échange. On n'est pas beaucoup cet après-midi. Ce qui peut être aussi un avantage, ça va nous permettre d'être peut-être plus à l'aise et d'être peut-être un peu plus franc dans nos échanges. Donc je vous invite à vraiment être actif, participer activement. J'aimerais quand même encore dire pour ceux qui nous joignent pour la première fois que le forum normalement est fait de façon en personne. C'est la première fois cette année qu'on le fait de façon exclusivement virtuelle en raison de Covid. Donc, bien sûr que ça nécessite une adaptation dans le style, dans la façon, dans les outils qu'on utilise. Il y a parfois un petit peu des hésitations ou des problèmes techniques. Il faut tous qu'on soit patient. Mais je trouve qu'on a tous fait ensemble un pas énorme de se familiariser avec ces outils de travail virtuel qui vont être les outils du futur. Donc voilà, sur ces conclusions, je vous invite à de bons échanges et je vous remercie d'être avec nous cet après-midi. Back to you. Merci beaucoup à toi, Sophia. Et à la suite de notre grand cluster protection, si Astrid Aland, notre deputy coordinator à Genève, si elle peut faire aussi ses opening remarks. S'il te plaît, Astrid. Merci, Noémie. Et je m'excuse, mais ce n'est pas ma première langue, donc je vais lire. Donc, je vais me montrer en vidéo plus tard quand on discute peut-être, mais maintenant j'ai besoin de voir mon écran. Désolée. Alors, je suis ravie au nom du sous-cluster global ou le domaine de responsabilité sur la violence basée sur le genre, le GBV-AOR. C'est déjà un nom très long. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à cette consultation sur notre nouvelle stratégie. Et nous avons vraiment hâte d'entendre vos points de vue aujourd'hui. C'est le début de nos consultations. On a jusqu'à là juste
eu des discussions avec nos coordinateurs et coordinatrices sur le terrain et ça va continuer avec une consultation en français aussi plus tard cette semaine avec les coordinateurs, coordinatrices VBG. Mais pour dire, vous arrivez au début d'un processus. Donc, on a hâte d'entendre vos points de vue et ensemble essayer de trouver de nouvelles idées sur la manière dont nous pouvons ensemble améliorer la réponse et la prévention de VBG. On aimerait veiller à ce que le VBG fasse partie intégrale de la réponse humanitaire. Et pour ceci, il faut que nous travaillions main dans la main pour renforcer notre impact. Et aussi, on aimerait, notre but, bien sûr, quand on parle d'impact, c'est la protection dans la vie des femmes et des fillettes, mais en déployant une approche inclusive de toutes survivants et survivantes et de tout âge, ou adaptée à l'âge. Nous devons renforcer les capacités de nos partenaires à fournir des soins multisectoriels ainsi que la mise en place des mesures pour atténuer les risques. Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide, une collaboration plus solide avec nos partenaires de la protection de l'enfance, de l'action contre les mines et les acteurs logement, terre et biens. Vous êtes nos partenaires les plus proches et votre perspective est très importante parce que d'un côté, vous pouvez nous donner des perspectives internes du même cluster et en même temps, vous voyez notre travail un peu de l'extérieur. Nous avons établi notre premier cadre stratégique en 2018 à la suite d'une large consultation un peu comme celle qu'on a commencé de ce mois. On a consulté avec les membres sur le terrain, les coordinateurs du sous-cluster sur le terrain et les coordinatrices. Et après, on a inclus les membres globaux un peu plus tard dans le processus avec les donateurs et d'autres partenaires. Pour nous, la stratégie qu'on a maintenant de 2018 à 2020 a été extrêmement utile pour orienter et encadrer notre travail. Cela nous a permis de fixer des objectifs clairs et de produire des résultats. Et des étapes importantes incluent le manuel de coordination, les normes minimales mondiales sur le VBG et aussi un engagement accru et des nouvelles orientations sur la gestion des données et des informations et l'analyse. On a aussi augmenté nos équipes sur le terrain, les équipes régionaux. Et on a une communauté de pratiques dynamiques, le helpdesk géré par UNICEF avec le AOR aussi. Je vais passer un peu vite sur peut-être les réussites ou les résultats jusqu'à maintenant. Ce qui est important, je pense, c'est que ça a été très utile pour nous d'avoir ces stratégies pour voir nos priorités et cibler quelque part notre travail aussi au niveau global. Donc, on est très excités et on a l'impression maintenant, après 3-4 ans, qu'on doit de nouveau soulever la tête et regarder de plus loin. La nouvelle stratégie devrait, comme c'était le cas pour la stratégie actuelle, être alignée aux nouvelles stratégies mondiales de protection et de protection de l'enfance, ainsi que sur la nouvelle feuille de route de l'appel à l'action, the Call to Action. Et on aimerait aussi avoir une influence avec notre stratégie sur les révisions prévues de la Policy of Protection, the IS Protection Policy. Alors, je vous appelle à rester ambitieux. J'ai hâte d'entendre vos points de vue et vos réflexions sur les changements, l'évolution du secteur humanitaire. Qu'est-ce que nous, on devrait faire? Quels conseils vous avez pour nous pour qu'on puisse être prêt pour s'adapter et pour vraiment encore mieux faciliter les services et la réponse au niveau pays? Je vous remercie beaucoup et j'ai hâte, voilà, de commencer notre consultation. Merci.
Merci beaucoup à toi, Astrid, de cette introduction. On voit qu'on a quand même fait un bon parcours avec la, entre guillemets, vieille stratégie de GBV-IER, parce que c'était la toute première. Elle vient de s'accomplir à la fin de cette année, donc on a encore quelques mois. Et maintenant, depuis le début du processus de la première stratégie qu'on avait commencé à Cascais avec une consultation avec les coordinateurs et certains donateurs et l'équipe de Genève, on a eu le gouvernement suisse à notre côté. Et donc aujourd'hui, on a invité Charline France de la coopération suisse pour nous donner aussi des orientations pour la communauté de donateurs. À vous, Charline. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, au nom de la Suisse, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette session de consultation sur la nouvelle stratégie du domaine de responsabilité sur la violence basée sur le genre. La prévention et la réponse à la violence basée sur le genre sont une des priorités de l'aide humanitaire suisse. En tant que membre du Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, nous nous sommes engagés l'année dernière à Oslo à doubler notre financement jusqu'à la fin de l'année 2020. Notre collaboration avec le domaine de responsabilité sur la violence basée sur le genre fait partie de notre vision pour la prévention et la réponse au VBG dans les contextes humanitaires. Nous soutenons le domaine de responsabilité depuis l'élaboration de sa première stratégie et nous sommes très heureux de soutenir également le processus de la stratégie actuelle et d'ouvrir la consultation aujourd'hui. Les consultations pour la stratégie de 2018 ont mis en évidence que les directives mondiales doivent reposer sur les réalités du terrain et y répondre. Les consultations ont aussi souligné que la gestion des données et des informations est un élément crucial de la coordination et de la qualité des interventions. Dans cette optique, la DDC soutient le domaine de responsabilité sur la violence basée sur le genre en déployant des experts et en finançant des équipes régionales pour permettre un soutien technique aux sous-groupes VBG et pour renforcer les capacités de gestion de l'information sur les VBG. Cela contribuera à une meilleure intégration des VBG dans les nouveaux modèles de cycle de programmes humanitaires. Nous pensons qu'il est important de briser les cloisonnements ou les silos humanitaires, de travailler ensemble dans tous les secteurs afin de développer la réponse humanitaire la plus appropriée. Actuellement, nous cofinançons l'initiative pour les enfants et les adolescentes et adolescents survivants, donc en anglais le Child and Adolescent Survivor Initiative, qui est un très bon exemple de cette collaboration entre secteurs pour que les enfants et les adolescentes et adolescents reçoivent les soins dont ils ont besoin. L'aide humanitaire suisse aussi est en cours de consultation pour son propre concept opérationnel de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous sommes convaincus qu'il faut investir davantage dans la réalisation du principe de ne laisser personne de côté, donc le Leave No One Behind, des objectifs de développement durable. C'est pourquoi nous voulons aussi travailler résolument sur l'intersectionnalité. La prévention et la réponse aux VBG doivent être inclusives et adaptées aux besoins particuliers de tous les groupes vulnérables, y compris les individus non-binaires, les survivants masculins, les adolescentes et adolescents et les enfants, et un accent particulier est mis sur les femmes et les filles handicapées. Les violences basées sur le genre sont une réalité à tous les stades d'une situation d'urgence et au-delà. Les VBG seront un problème tant que les inégalités systémiques entre les sexes persisteront. Il est donc crucial d'investir dans l'autonomisation des femmes et des filles dans tous les programmes humanitaires et de soutenir avec force la lutte pour le droit des femmes et les organisations de défense des droits des femmes. Le renforcement des systèmes gérés localement, y compris les agences gouvernementales à tous les niveaux, les organisations locales dirigées par des femmes et les institutions qui renforcent les capacités professionnelles, nécessitent des engagements à plus long terme et un plus fort engagement en faveur des financements pluriannuels. Nous en sommes très conscients et nous voulons travailler à la réalisation de cet objectif en tant que bailleur et en collaboration avec les domaines de responsabilité sur les VBG. Le domaine de responsabilité sur les VBG a fait des progrès significatifs au cours de ces dernières années et nous sommes très heureux de poursuivre notre soutien.
Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de vous entendre sur ce qui a été réalisé et de réfléchir avec vous à ce qui nécessite davantage d'efforts dans l'ensemble du groupe de protection et au-delà, pour prévenir les violences basées sur le genre et pour assurer une meilleure prise en charge aux survivants et aux survivantes. Nous sommes donc très heureux de participer à cette discussion qui, j'en suis sûre, sera riche et fructueuse. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, chère Lina. Et merci encore aux Suisses de nous accompagner avec 3-4 donateurs. Je pense que j'ai peut-être des problèmes de connexion. Voilà. Merci beaucoup encore, Charline, pour votre intervention. Et sans plus tarder, on commence avec la consultation. Donc, je disais, il y a un collègue anglophone qui la coordination, l'équipe de coordination de Genève a recruté, s'appelle Anna Jai. Donc, sachez qu'au cas où vous parlez bien anglais et vous avez un bon domaine et vous voulez faire des discussions de plus avec elle, elle sera disponible. Et comment ça va marcher cette consultation? Alors, c'est un processus un peu plus long, j'en viendrai après. Aujourd'hui, on aura un parti, une discussion plénière et on voulait faire un parti avec des salles séparées, mais on n'a pas beaucoup de participants, donc probablement on continuera en plénière, sauf si on a encore 5 ou 6 personnes qui s'ajoutent. Et sinon, ça va être trop difficile de le faire dans des salles séparées, donc on va rester en plein air aujourd'hui. Mais ce matin, en anglais, on a divisé en groupes parce qu'on avait beaucoup plus de participants. La discussion plein air était un peu plus pensée pour rester sur les priorités stratégiques et l'opportunité, alors que les groupes de discussion ils ciblent 3 thématiques précises, donc on fera en plein air 3 thématiques qu'on a présélectionnées parce qu'on a plus besoin de voir l'avis des autres acteurs de protection, surtout ceux qui parlent de tous les jours. Donc, les 3 thématiques qu'on a choisies sont les partenariats et l'implication des acteurs nationaux. Le deuxième, c'est l'intégration des VBG dans les cycles des programmes, l'architecture humanitaire un peu tout court. En anglais, on l'avait appelé mainstreaming and integration, mais l'idée, c'est de discuter vraiment la centralité de la protection et d'un point de vue des VBG, comment nos interactions se font avec les autres secteurs et au sein de la planification humanitaire dans les pays. Et le troisième groupe était sur les questions de préparation aux urgences. Là où il faut investir ou pas sur les prochaines phases de GBV-IOR stratégiquement pour renforcer cette partie-là. Donc, où nous sommes avec les processus de la nouvelle stratégie. Donc, on disait tout à l'heure, et on a dit, Astrid a fait un peu le bilan dans la présentation, et nous sommes dans un processus de regarder un peu ce qui est les résultats que nous avons eu avec la stratégie mise en œuvre entre 2018 et 2020, qui avait aussi un plan d'action. Donc, il y avait les documents stratégiques avec les 3 résultats et un plan d'action. Et maintenant, nous sommes en train de faire les bilans de ça à travers les consultations aussi. Et donc, pas seulement à travers l'analyse de ce qui sont la documentation sur ce qu'on a fait les derniers 3 ans, mais aussi avec cette partie de consultation. Et la consultation est utile aussi à le développement du nouveau cadre stratégique qui va cette fois-ci couvrir 5 ans, donc jusqu'à 2025, et son plan de travail associé. La méthodologie qui a été adoptée prévoit justement des consultations en groupe de discussion, ce qu'en anglais on appelle les focus group discussion, comme celle d'aujourd'hui, et ça cible différents acteurs. Donc, on a des acteurs clés avec lesquels on donne un peu plus de temps, tels que tous les acteurs de protection, donc celle d'aujourd'hui qui est plus vers les acteurs non VBG. Donc, on aimerait bien avoir les idées, les opinions de nos collègues de la protection, nos collègues de logement terre et biens et nos collègues de protection de l'enfance et lutte anti-mine en priorité, pour voir comment améliorer nos interactions et notre travail conjoint dans le domaine de protection. Et on a des groupes de discussion avec les coordinateurs VBG, donc on a déjà fait 2, et le 3e en français, ça sera vendredi prochain, donc seulement pour les coordinateurs VBG dans les pays. Et puis, on fera aussi des consultations pays qui seront organisées avec nos coordinateurs VBG selon les besoins des pays, et on fera sûrement aussi des consultations avec les acteurs régionaux, et dans les zones du monde où on a un groupe de travail, on a plus de présence.
Et on fera aussi des interviews individuelles. Donc, comme Astrid disait, on est vraiment au début du processus. On a fait juste les 2 consultations en anglais avec l'Asie, je dirais, et l'Afrique et anglophone. Et on a fait ce matin la consultation avec les acteurs de protection dans le cadre du Global Protection Forum. Et maintenant, on continue la même, mais en français, et après ainsi de suite. Et on aura aussi des interviews individuelles. Donc, c'est Anna qui est la patronne de cette consultation, elle est disponible et ciblera des personnes spécifiques pour les consulter, surtout au niveau stratégique et global, mais ça peut être aussi d'autres acteurs qui ont une voix à intégrer et qui ont des expériences avec des bonnes pratiques à partager. Et on est ouvert aux propositions. Moi, sûrement, je vais l'accompagner s'il y a des besoins en français. Et on a aussi une enquête qu'on va faire qui cible surtout les mécanismes de coordination VBG. Donc, ça sera vraiment pour nos collègues de la coordination à tous les niveaux, y compris les niveaux décentralisés, et pour voir un peu quelles sont leurs priorités aussi individuelles à travers l'enquête, dans leur rôle. Et on a un groupe de référence qui supervise toutes les étapes et qui est le groupe un peu qui déterminera le format définitif de la stratégie et qui est composé pour plusieurs core members de la coordination VBG. Donc ça, c'est un peu le processus pour bien vous situer ou pour bien vous faire comprendre là. La stratégie, avant d'aller dans les questions, donc je ne parlerai pas longtemps, mais l'introduction est un peu importante pour nous mettre dans les bains. Et la stratégie de GBV-IOR, pour ceux qui sont moins familiers, et qui ça se reflète dans les opérations pays. Certains pays l'ont adopté à 100%, d'autres ils ont modifié les objectifs, les résultats selon leur contexte. D'autres sous-clusters VBG encore ont des stratégies liées mais assez différentes. Donc ça dépend vraiment des opérations. Donc c'est bien de vous donner un rappel. Donc, notre stratégie avait 3 objectifs principaux. Le premier, c'est celui-là qui est un peu plus visé à sauver des vies, au service opérationnel de VBG. Donc, c'est celui-là qui dit que la réponse aux survivantes et aux violences basées sur les gens sauve des vies est opportune et adaptée aux besoins et aux droits et à la dignité des survivantes et des personnes qui sont à risque de VBG. Donc, c'est l'objectif le plus opérationnel où on a la plupart des activités, je dirais, qui se sont développées autour de ces années. Le deuxième objectif, c'est l'atténuation des risques de VBG, intégré dans tous les efforts d'intervention humanitaire. Donc, c'est l'intégration de VBG dans les cycles programmatiques et dans les autres secteurs. Donc, c'est cette VBG au cœur de la centralité de la protection aussi, quelque part. Et le troisième objectif qui est un peu l'objectif, je dirais, quelque part un peu plus structurel, opérationnel et aussi qui renforce la coordination. Et où je travaille plus maintenant que je suis dans une région, mais j'ai travaillé beaucoup plus sur les un et un peu sur les deux quand j'étais dans les pays. Et c'est le travail en partenariat pour combler les lacunes stratégiques, techniques et politiques, tout en communiquant et promouvant les pratiques qui sont prometteuses et qui sont meilleures, qui ont donné des résultats. Donc ça, c'était notre stratégie les derniers 3 ans. Et maintenant, on s'interroge de qu'est-ce qu'on a fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de pas bon, et là, on veut aller. Donc, la première question que je vais poser à l'Assemblée est celle sur la collaboration. Donc, nous sommes un petit groupe aujourd'hui. Sentez-vous libre de prendre la parole de façon indépendante quand vous voulez parler. Vous enlevez les microphones et vous parlez. Soit vous levez la main, soit vous pouvez aussi écrire dans les chats. Et la main, c'est plus facile généralement, mais au cas où je ne vois pas certaines mains, vous pouvez parler directement. Donc, la première question est, quelles sont les demandes de travail que vous prioriserez pour plus de collaboration entre les acteurs de protection à niveau global? Avec cette question, on veut un peu savoir là où il faut améliorer, il faut investir plus en matière de collaboration. À vous. Je vais arrêter de parler, maintenant je vais seulement poser des questions. Chers collègues,
personne, je ne peux pas croire que tous les sous-classes… Oui, laisse-moi commencer. C'est Sophia, juste pour un petit peu lancer le débat. Donc, je pense que un domaine qui est important sur lequel on doit travailler de plus en plus ensemble, c'est l'analyse des besoins de protection, donc des besoins de protection génériques et plus spécifiques. Donc ça passe à travers une analyse du contexte plus global, des dynamiques politico-économiques au niveau national, mais aussi au niveau local, au sous-national. Ensuite, une analyse compréhensive des besoins de protection et ensuite une analyse des besoins spécifiques. Mais pour moi, c'est vraiment clé que nos collaborateurs sur le terrain, qu'ils soient des coordinateurs de protection, soient partie prenante de cette analyse spécifique et inversement. C'est-à-dire que les collègues de VBG participent aussi à l'analyse globale, l'analyse compréhensive. Donc voilà, ça c'est un premier point, je pense, qui est clé. Merci beaucoup, Sophia, pour avoir brisé la glace. Et est-ce que des collègues ils voudraient aussi illustrer d'autres domaines de collaboration à renforcer? Ce matin, pour faire le lien avec ce qui a été dit, on avait les collègues de la lutte anti-mine qui ont trouvé des domaines de croisement entre nos deux secteurs qui ne sont pas encore adressés, ou les collègues de protection de l'enfance aussi qui ont fait pas mal de commentaires. Oui, Fabiola, bienvenue, bonne arrivée. Tu as la parole. Je vois ta main levée. Merci, merci beaucoup. Je voudrais aussi parler de domaines communs où nous pouvons travailler. C'est aussi la réponse. La réponse en termes de protection. Quel est le paquet minimum que nous devons avoir en tant que VBG, protection de l'enfance, lutte anti-mine, etc. C'est vraiment définir ce paquet vis-à-vis aussi du paquet minimum de VBG. Ça serait une très, très bonne chose de l'avoir du niveau global jusqu'au niveau de chaque pays. Merci. Merci, Fabiola. Donc, tu voudrais quelque chose qui est commun à tous les secteurs, en fait. Alors, si je reprends… Exactement. Oui, et Fabiola, juste pour rajouter ça, Naomi aussi, c'est quelque chose qu'on a développé donc, récemment, ce qu'on appelle l'operational footprint, c'est-à-dire les éléments clés de base qui doivent être présents dans toute réponse protection. On a une séance demain et après-demain en anglais et en français. Vous êtes tous invités à participer justement pour discuter de ces éléments, de la mise en œuvre de ces éléments clés de base dans toutes les opérations. Très bien. Donc, après, on va encore les renforcer davantage avec l'opérationnalisation très collaborative. Et est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou j'avance sur les prochaines questions? OK, je continue. La deuxième question qu'on voulait analyser dans la consultation, c'est comment nous pouvons exploiter les changements de séjour à plusieurs niveaux. Je sais que tout le monde maintenant est en train de penser au Covid, mais il y a aussi d'autres changements dans le monde du travail humanitaire pour pouvoir innover notre travail. Pardon, j'ai eu une attaque des enfants. Donc, quels sont les changements que vous voudrez voir pour être plus dynamique, pour avoir plus de résultats? J'espère que ce n'est pas mes enfants qui ont perturbé. Hein. Voilà. Jordan, à toi la parole, à vous la parole. J'ai un main levée, les parties. Salut, c'est pour provoquer la conversation. Je vois que tout le monde est silencieux, mais peut-être nous ne sommes pas silencieux pour les mêmes raisons. Je voudrais dire que peut-être nous ne sommes pas au même niveau. Je ne sais pas si les autres collègues sont comme moi. Pour moi, je ne sais pas comment répondre à ces questions parce que
oui, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Par exemple, la première question, quand vous posez la question sur domaine de travail, je ne sais pas quels sont même les domaines de travail. Et comment pouvons-nous exploiter ces jours de grands changements? Je ne sais pas. Donc, c'est ma réponse d'ici. Peut-être les autres, ça provoquerait la discussion par rapport aux collègues qui ont plus de dire que moi. Voilà. Merci beaucoup, Jordan, d'avoir encouragé. Mais vous coordonnez, est-ce que vous êtes dans un rôle de coordination d'un cluster protection? Oui, chez nous, il ne s'agit pas de cluster, c'est secteur. Le cluster n'a pas été annoncé. Donc, il s'agit de secteur ici. Le secteur de protection est très actif. Oui, nous avons un sous-secteur BBG et un sous-secteur protection de l'enfance. Et nous faisons de notre mieux. Ok, oui, voilà. Très bien. Donc, par exemple, dans votre contexte, la question, parce qu'en fait, faire une consultation sur une stratégie globale, ça peut être toujours un défi dans la mesure dans laquelle la stratégie est globale, mais ça englobe ce qui est fait au terrain. Donc, ce qui est la stratégie vraiment de tout le travail de la lutte contre les VBG en situation d'urgence vient dans les expériences de terrain, y compris la vôtre. Donc, quelles sont les innovations qui, vous, dans votre expérience terrain, vous pouvez nous partager pour faire mieux marcher les travails ensemble, pour que, comme ça, nous aurons une stratégie meilleure, globale, mais qui a une influence dans chaque opération terrain et demain. Donc, vous pouvez tout à fait faire un exemple de chez vous, parce que vous avez ce travail quotidien avec vos secteurs de VBG et de protection de l'enfance. Ou peut-être les autres secteurs logement terre et bien s'ils sont activés chez vous et lutte anti-mine si c'est présent chez vous. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous encourage à réfléchir. Pensez à votre quotidien et donnez-nous des exemples qui peuvent inspirer, qui peuvent alimenter cette réflexion et c'est pour ça qu'on est en train de consulter. Et le domaine de travail, en fait, ça veut juste dire la coordination humanitaire, c'est comme un secteur. Pour différentes raisons, le sous-cluster VBG, on les appelle des AOR, donc des domaines de responsabilité. Mais en fait, c'est juste la coordination, le groupe de coordination. Donc, c'est quelque part... J'invite les autres collègues à répondre maintenant. Oui, je viens de parler un peu. Je crois que j'espère que les autres collègues ont des choses à dire. Merci. Ok, merci beaucoup, Kate Jordan, d'avoir nous aidé un peu à lancer un peu plus les débats. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire des exemples de comment pouvoir innover le travail pour être encore plus dynamique? Bonjour, je voulais évoquer quelques points, en fait, quelques réflexions par rapport à comment nous pouvons exploiter tout ce qui est changement pour innover notre travail. Par exemple, ici au Niger, tantôt, on est confronté à des situations multiples qui soient, par exemple, liées aux inondations. La plupart des cas que moi je vis, ça serait vraiment très important de travailler ou adapter régulièrement les outils que nous utilisons, que ce soit dans la collecte d'informations, pour avoir une bonne analyse et à temps réel. Comme toujours, il y a des changements qui sont opérés liés aux situations, que ce soit climatiques ou autres. Ça serait très important. De deux, la question aussi liée au plan de contingence. La question liée au plan de contingence, ça serait aussi quelque chose qu'on devrait voir comment améliorer pour être prêt à donner une réponse adaptée par rapport aux changements qui peuvent s'opérer. Et du coup aussi, il y a un peu lié au renforcement des capacités. Quand il y a des changements comme ça, il y a toujours peut-être des nouvelles approches auxquelles les gens peuvent penser ou adapter la façon de faire.
en fait d'apporter une réponse appropriée à tous ces changements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très intéressant. Fabiola, toi, je vois que tu as levé la main. Vas-y. En fait, je pensais à haute voix sur un travail où nous pouvons innover. Dans plusieurs régions, dans plusieurs pays humanitaires, au post-conflit ou en conflit, nous avons toujours des zones où on a des zones humanitaires, on a des zones nexus et on a des zones de développement. Comment faire une protection, je ne sais pas comment le dire, comment faire le même travail de prévention primaire dans les zones où nous avons nexus, ou dans les zones de développement pour pouvoir prévenir et protéger nos bénéficiaires. Si on fait un travail de protection pareil, je pense qu'on peut innover. Ok, ça c'est très bien, c'est très programmatique en plus, c'est très intéressant. Maintenant, comment de les décliner à niveau opérationnel? Et si tu veux, vous pouvez faire une plus longue discussion au Mali, hein? Non? Et d'autres idées sur comment innover notre travail? Ou je continue avec la prochaine? Ok, je vais. Maintenant, la troisième question d'aujourd'hui, c'est sur les progrès, sur l'inclusion et l'accessibilité de tous et toutes les survivantes aux services de protection. Donc, comment nous pouvons améliorer nos services justement pour ne laisser personne derrière, pour les rendre accessibles et inclusifs. Et c'était dans l'introduction, c'était les Suisses qui ont mis l'accent sur cela. Et entre autres cet après-midi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez échanger? Et des expériences sont bienvenues, hein, si vous avez eu une expérience avec laquelle vous avez amélioré l'accès des survivantes ou des survivants aux services de protection, et en incluant mieux les handicapés ou d'autres catégories à besoins spécifiques, comme souvent les partenaires d'HR définis aussi. Est-ce que vous voulez échanger sur comment avoir plus de progrès sur l'inclusion et l'accessibilité? Qui veut parler? Nadia? Oui, bonjour. C'est Nadia, co-facilitatrice du cluster Protection au Mali. Je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse, mais ces dernières années, que ce soit à travers les interactions qu'on a eues avec les GenCap ou bien avec certains bailleurs, on a vu de plus en plus qu'on a un certain gap en fait quand on collecte les données liées au VBG. Et c'est qu'on nous dit que souvent on se focalise, et c'est normal parce que c'est la plus grande partie des survivantes sur les femmes et les filles, mais que en fait il y a toute une partie qui concerne aussi les hommes et les garçons qui n'apparaît pas. Donc c'est sûr que je pense qu'on doit améliorer la manière dont on collecte les données, avoir les bons outils. Mais je pense, bon, Fabiola est là, il y a le Couillet aussi, mais je pense que tout simplement, même une formation, peut-être on est, là je parle pour moi, mais je pense que c'est le cas aussi pour d'autres, on est peut-être moins à l'aise ou moins outillés, moins formés à collecter les données sur les spécificités relatives aux hommes et aux garçons que pour les femmes et les filles. On est peut-être moins habitués à avoir des cas de VBG pour ces catégories-là. Et donc, c'est peut-être pour ça que c'est plus difficile, par exemple, pour les équipes qui font des évaluations rapides de protection ou pour les gens des programmes qui écrivent des propositions de projet d'en tenir compte. Mais je pense que c'est un aspect sur lequel on pourrait s'améliorer. Comment, je ne sais pas, mais ça passe en partie par le renforcement des capacités et peut-être une certaine adaptation de nos outils.
Bonjour, c'est Astrid. Je voulais juste rajouter je crois que c'est quelque chose qu'on aimerait clarifier dans la stratégie aussi. Mais je voulais aussi dire que c'est vrai qu'on a Hannah J qui va faire la stratégie. On a aussi demandé qu'elle fasse, je ne sais pas si c'est 2 pages, mais qu'elle fasse un papier pour clarifier un peu toutes les directives globales sur la prise en charge des hommes ou des garçons survivants d'abus sexuels ou de violences sexuelles spécifiquement. Merci beaucoup Astrid de cette précision. Et je sais que par rapport à l'inclusion, c'est quelque chose, justement, on a des difficultés. Et dans l'historique, dans la région un peu plus francophone, on avait eu du travail fait par les centres Kofi Annan de maintien de la paix avec les bureaux de la représentation spéciale sur les violences sexuelles liées au conflit. Et il y a déjà, je pense, 6 ou 7 ans, ou peut-être un peu moins, sur ces questions-là, mais c'était resté comme ça. Mais il y avait un intérêt de la représentation spéciale sur les violences sexuelles liées au conflit subies par les hommes, parce qu'il y avait eu des études en RDC qui disaient qu'il y avait une grosse montée. Mais les organisations ont relativement investi sur ça, et puis c'était une période, et les études sont un peu mortes. Donc, je me souviens de ces partenariats avec Kofi Annan qui avaient un peu analysé certains pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, mais c'est resté un peu suspendu. En tout cas, la pratique n'est pas venue avec. Donc, ça, peut-être, il y a des acteurs qui sont connectés, qui sont en connaissance de ça. Donc, je pensais de les partager. Est-ce que vous voulez avoir d'autres exemples à partager dans les opérations de terrain sur aussi d'autres groupes vulnérables? Il y a beaucoup de travail dans le monde un peu plus anglophone qui est en train de se faire sur les personnes vivant avec handicap. Nous, dans la francophonie, on a souvent un handicap international qui est présent et qui est un des majorateurs de protection. Et je sais qu'Handicap International est en train de développer aussi une stratégie pour les VBG dans leur programme. Et donc, je ne sais pas s'il y a d'autres initiatives terrain qui se voient déjà, surtout avec les éléments de coordination aussi, de comment traiter mieux ça dans la coordination, de ne pas les laisser à quelques excellents programmes de quelques organisations. Et si vous avez des expériences terrain, n'hésitez pas à les partager. Je n'ai pas donné envie à quelqu'un d'autre de parler. Et donc, je vais à la dernière question avant ce qui était avant les 3 groupes qui ont fait en plein air. Donc, comment on peut faciliter une approche intégrée avec les acteurs de paix, de maintien, de construction de la paix et les acteurs de développement, et qu'est-ce qui a limité ou limite encore aujourd'hui cette approche? Dans les opérations en français, on a beaucoup de situations de conflit avec des missions de maintien de la paix aussi, et on a toujours des contextes de développement. Donc, est-ce que vous avez des conseils ou des expériences à partager par rapport à comment faciliter cette approche qui on définit de plus en plus dans les jargons comme Nexus, mais que ça va probablement au-delà, ça peut parler de continuité, ça peut parler d'intégration aussi. Qui veut parler? Moi, je peux venir avec une idée qui est survenue ce matin chez les anglophones, si ça peut aider pour... alors, ce matin, la coordinatrice en Ukraine a parlé du rôle des acteurs de développement pour essayer de changer les attitudes liées à la violence. Elle parlait pour que nous, comme les acteurs en urgence de VBG, pour qu'on puisse convaincre les chefs, pour qu'on puisse convaincre nos partenaires, il y a toujours ces liens entre, pas toujours, mais dans certaines sociétés, une certaine acceptation de violence, intimate partner violence, par exemple. Et elle disait, c'est aussi de changer
les attitudes, de changer des structures. Comme ça prend du temps. Et c'est quelque chose que les acteurs de développement peuvent aussi nous aider pour avoir plus de résultats. Après, je sais qu'il y a pas mal de difficultés entre les missions intégrées de paix en Afrique. On n'a pas toujours les mêmes façons de voir, les mêmes structures ou les mêmes frameworks. Donc, je sais que ça peut être assez compliqué, la coordination ou le plaidoyer collectif. Mais je pense que c'est, voilà, regardons si ça donne des idées. Fabiola, vas-y. Oui, je pense que cela dépend d'un pays à un autre. La plupart du temps, par exemple, je donne l'exemple du Mali, nous avons des acteurs de paix, nous avons des acteurs de développement et nous avons aussi des acteurs humanitaires qui, ensemble, participent, surtout les ONG et les institutions gouvernementales. Ils participent en même temps au sous-cluster et cela renforce leur, comment dirais-je, leur capacité dans la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre. Et pourquoi nous l'avons fait, par exemple, au Mali? Quand on a commencé à mettre en place directement les services, nous avons commencé par un endroit qui n'est pas vraiment humanitaire. Nous avons mis le One Stop Center à Bamako. C'était beaucoup plus pour inviter les acteurs de développement à avoir un modèle qui peut aider et voir surtout le gouvernement s'approprier cette approche. C'est ce qui a été fait. On a amené les ministres des 4 volets, le ministre de la Santé, de la Justice, de l'Intérieur qui est en charge de la protection, et puis le ministère de la promotion de la femme, à venir ensemble à signer un SOP avec bien sûr les bailleurs, à signer avec les Nations Unies, le coordinateur humanitaire, a signé le SOP. Quand le SOP a été signé et quand on a mis en place le premier One Stop Center, c'est une approche qui a été prise par le pays. Que ce soit les acteurs de paix, que ce soit les acteurs de développement, tous, ils ne parlent que de ça, d'avoir des services d'abord, hein, avant de commencer des sensibilisations par-ci et par-là. Et ça a réussi. Je pense que c'est faisable. Merci. Merci beaucoup, Fabiola, pour cet exemple. Et moi, je pense que dans notre région de l'Afrique francophone, on a beaucoup de situations où justement on a ces noyaux d'acteurs qui se surposent un sur l'autre. Maintenant, pour nous, à niveau surtout de coordination, souvent la plus grande difficulté, c'est d'être présent dans les bons forats et de ne pas se faire phagocyter par les différentes réunions aussi. Parce que grande partie du travail, c'est une bonne communication, c'est essentiel, mais je me souviens très bien en RCA. En RCA, moi, j'étais un tout petit cluster avec des opérations humanitaires dans certaines zones, à un moment de grasse crise de la RCA, avec une mission de maintien de la paix géante, et qui, du moment qu'ils ont mis en place une capacité de protection des civils, l'interaction sur la POC, pour nous, était prioritaire. Mais les clusters de protection, ils étaient très absorbés par ça, avec toute une façon de faire la protection des civils qui est différente. La protection humanitaire est différente de l'approche de la mission de maintien de la paix. Et donc, souvent, ça peut faire des tensions. Pour moi, de mon expérience personnelle, une des choses les plus importantes, c'est aussi d'avoir un réseau communicateur qui peut être innovant, peut-être, de se partager un peu les tâches à l'intérieur du cluster de protection pour pouvoir soutenir le coordinateur du cluster de protection, parce que lui, souvent, il est trop pris par tout ce qui est la machine maintien de la paix. Et quand on a des opérations très délicates et très chaudes, en RDC, on avait souvent les mêmes dynamiques.
Et là, c'est difficile la gestion de cette intégration, cette approche, parce qu'on a toujours la question aussi de nos principes humanitaires, etc. Mais de l'autre côté, quand je regarde le travail VBG normal, je vois que souvent l'exemple que Fabiola nous a fait est très pertinent parce qu'on fait le même type de travail dans tout type de situation. Ça change l'approche parfois, mais les services sont toujours les mêmes. Et souvent, on a les mêmes intérêts entre tous les acteurs de paix, de développement et d'humanitaire de faire ces activités-là. Est-ce que quelqu'un veut apporter d'autres exemples sur les Nexus? C'est bon, j'avance? Alors, maintenant, justement, on devait avoir des groupes de discussion, mais on va faire en plein air, parce que nous ne sommes pas très nombreux. Donc, je laisse la parole à Astrid, qui va projeter ses questions sur l'intégration et la prise en compte de VBG dans les autres secteurs et la centralité de VBG dans le sens de centralité de protection. Astrid, tu peux partager ton écran. Je pense que tu es encore mute. On ne t'entend pas. Voilà. Alors, le premier groupe de discussion, le thème, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut mieux convaincre les chefs humanitaires, les coordinateurs humanitaires et leurs équipes et les autres secteurs à nous aider à atténuer des risques et aussi intégrer des services VBG dans les réponses, par exemple santé ou éducation. Donc l'objectif, ça serait que l'ensemble de l'assistance humanitaire comprend des actions qui atténuent les risques et ainsi que l'accord entre les acteurs sur l'urgence de mettre en place des soins multisectoriels. Alors, les questions, ça sert à quels sont les obstacles que vous avez vus à convaincre les partenaires, à parler avec ceux qui sont à la direction, les chefs. Avant, quand on était un groupe et qu'on avait plus de temps, on avait d'abord regardé les obstacles, après, quels sont les partenaires qu'il nous faudrait et les actions nécessaires. Mais je pense, vu qu'on est un petit groupe, je ne sais pas si vous voulez le partager quand des moments où ça a été facile ou des moments où ça a été très difficile, des expériences sur ce thème. C'est nouveau peut-être. En fait, ça fait 4 ans qu'il y avait le IASC Policy, donc une directive interagence qui a fait que dans les termes de référence des chefs de mission ou des coordinateurs humanitaires, il y a eu une obligation de travailler, de mettre en place des directives sur le VBG, par exemple. Mais c'est vrai qu'on a essayé avec le Call to Action, on a les coordinateurs aussi qui essayent de faire du plaidoyer dans les forums interagences, et on a des succès de temps en temps, mais ça reste compliqué. On a encore des difficultés dans certains pays d'avoir, par exemple, OCHA qui sont d'accord avec nous que les services VBG soient vraiment life-saving, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez des expériences de votre côté ou peut-être vous avez été de l'autre côté, où vous avez eu les partenaires acteurs VBG qui viennent et qui essayent de vous convaincre et que vous trouvez que ce n'est pas la bonne approche ou qu'il faut changer d'approche. Donc, vous pouvez attaquer la question, je pense, de l'intérieur, quelque part, du point de vue des acteurs VBG ou de l'extérieur. Des partenaires qui, de temps en temps, se disent « Ah, mais c'est compliqué » ou « Pourquoi ils parlent comme ça » ou « Qu'est-ce que… » Voilà. Je ne sais pas si vous avez des idées.
Quand on a parlé avec les coordinateurs et les coordinatrices la semaine passée des VBG, ils ont aussi dit, c'est aussi soulevé qu'on a mis plus d'accent sur mettre en place des services et des programmes VBG, mais qu'il faut faire plus quelque part pour soulever l'intérêt des autres, des partenaires. Et c'est là qu'on vient avec l'atténuation du risque. C'est d'essayer de pousser les partenaires de faire plus et qu'ils peuvent venir nous demander de l'aide technique pour comprendre des questions, mais quelque part, c'est les autres secteurs aussi qui doivent être convaincus, qui doivent mettre en place des mesures. Je ne sais pas si ça vous parle, peut-être pas. Non, hein? Ah, il y a Nadia Gataka, s'il vous plaît. Oui, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais une chose qui parfois est remontée, parce que depuis quelques mois, on essaie de travailler un peu plus avec les acteurs du ARM, du mécanisme de réponse rapide, pour qu'ils intègrent la protection dans leur collecte de données. Et on a fait une phase de test et dans les commentaires qui nous ont remontés de la phase de test, c'était justement pour eux qui trouvaient très difficile de collecter certaines informations, notamment celles liées au VBG et particulièrement dans certaines régions parce qu'il y a certaines régions où il y a des groupes armés non étatiques ou même avoir une femme qui va sur terrain organiser des focus group, c'est pas bien vu, ou les femmes qui sont dans ces régions-là, même pour venir participer à une activité, c'est assez compliqué. Et eux, ils étaient réticents, non pas parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas pertinent, mais plutôt lié à la situation de sécurité, en fait, dans certaines régions où ils interviennent. Donc, ça, je ne sais pas trop comment les autres pays essaient de gérer ça. C'est un bon exemple. C'est vrai, il faut, quand on travaille avec les autres pour les collectes de données, et après, il y a une analyse collective des priorités. Donc, je pense que l'approche est très, très pertinente. Après, c'est vrai, on aime dire que ça ne coûte pas plus, mais c'est vrai que pour collecter des données sur le VBG, souvent, il faut quand même qu'il y ait des femmes ou je ne sais pas comment dire en français, des enumerators, que ceux qui aillent collecter les données soit qu'il y a des femmes et qu'il y a aussi une préparation à la tâche pour pas qu'on pose des questions qui mettent les gens en danger, qui augmentent les risques, etc. Mais oui, je pense que c'est absolument quelque chose à faire pour augmenter la compréhension et l'envie de travailler sur nos thèmes aussi par les partenaires. Merci Nadia. De rien. On a entendu beaucoup du Mali. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres opérations, les Niger, les Cameroun, je crois, qui veulent parler aussi? Sinon, je passe à la prochaine si tu veux. J'ai pensé aussi à Sophia, parce qu'elle est silencieuse, parce qu'elle se dit qu'elle veut laisser les collègues du terrain parler. Non, exactement, Astrid. J'attendais plutôt un petit peu de réponse, un petit peu des collègues terrain, parce que nous, on a l'occasion de se parler, mais les obstacles qui nous empêchent d'avoir des meilleurs résultats, je pense que c'est, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est par exemple les silos, donc les silos dans le domaine des organismes de coordination, dont il y a la multiplication de différents groupes de coordination. C'est aussi les silos dans les outils de planning qu'on utilise.
déjà entre nous, mais aussi avec les acteurs de développement, par exemple, qui ont dans le système des Nations Unies des instruments de planning différents. Donc, je trouve que c'est déjà sur ces deux éléments qu'il y a des obstacles à une meilleure collaboration. Ouais, donc là, je pense qu'il y a un effort important à faire. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous, je pense que le début de la solution, c'est vraiment de se mettre à table ensemble pour commencer une analyse commune. Parce que je pense que une analyse commune et une compréhension des besoins et des risques communes, de là, on peut planifier des actions qui sont complémentaires. Donc voilà, je dirais que ces éléments-là sont importants. Merci. Je suis d'accord. Noémie, Adish. Oui, si je peux me permettre, j'écoute un peu les échanges et je voulais rebondir un peu sur ce que Sophia avait dit, en particulier avant, sur l'analyse des besoins et l'analyse des protections au niveau socio-économique, politique. C'est un peu plus général ce que je veux dire pour arriver à notre session maintenant. Donc au niveau socio-économique, politique, les besoins globaux. Parce que je pense qu'il serait peut-être intéressant pour arriver justement à améliorer les différentes pratiques, améliorer l'accessibilité, l'inclusion et même avoir des approches innovantes. Peut-être c'est de voir entre les différents sous-clusters de la protection, de voir les meilleures pratiques et pouvoir avoir un lieu d'échange des expériences terrain, de ce qui a marché et que ces échanges en fait puissent réellement apporter un dialogue, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui, là où ça ne marche pas, justement les obstacles, pour éventuellement apporter ce changement d'attitude et pouvoir améliorer l'action, enfin les interventions sur le terrain. Ça reste de domaine plus général, ce que je dis. Mais je reprends aussi ce que Justin a dit dans le chat, hein, le cadre d'échange entre les acteurs humanitaires de paix et de développement. Un cadre d'échange pourrait être mis de manière plus standard, peut-être, ou plus régulier entre nous, partenaires dans la protection. Peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À vous. Merci, Adish. Non, je pense que c'est très juste. Et notre consultation est justement pour cela aussi. Et juste pour rebondir là-dessus, Astrid aussi, et puis Adish, c'est qu'effectivement, ça s'inscrit dans une réflexion un peu plus globale sur comment on pourrait dire, l'évolution naturelle du système des clusters, c'est-à-dire que comment on peut faire pour qu'il y ait justement ces cadres d'échange plus systématiques avec les autres acteurs qui sont pertinents, pour éviter justement ces silos. Donc, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit au niveau global, mais c'est quelque chose qui doit être informé vraiment par les pratiques du terrain. Ce qu'on observe à travers les différentes opérations, c'est qu'il y a de plus en plus d'échanges ad hoc qui se créent. Il y a par exemple des groupes de travail sur les solutions durables ad hoc qui sont mis en place de plus en plus fréquemment, souvent sous le bureau du résident coordinateur. Mais après, on peut simplement être plus intentionnel dans nos invitations, par exemple, à nos meetings, à nos rendez-vous, que ce soit hebdomadaires ou mensuels. On peut inviter plus systématiquement, par exemple, nos acteurs de développement. Moi, quand j'étais sur le terrain, ce qui me frappait toujours, c'était de voir à quel point, effectivement, quand on avait des meetings ou des rendez-vous de travail, c'était toujours avec les mêmes personnes et qu'il y avait de la peine à ce que des gens se mélangent. Donc, je pense qu'on a aussi un effort à faire déjà à l'intérieur du cluster, entre nous, à être sûr qu'on s'invite systématiquement, qu'on travaille de façon très proche, mais également d'être plus ouvert à inviter de façon proactive des personnes qui sont moins traditionnellement invitées dans les systèmes de coordination humanitaire. Voilà. Absolument. Et je pense que de temps en temps, je vois au niveau global aussi d'être
de décider, de trouver des partenaires et décider dans le sens de dire, OK, il y a 11 secteurs, mais pour nous, cette année, c'est le secteur Food Security or Education et on essaye de vraiment faire quelque chose de plus substantiel aussi. Je pense souvent, on voit tous les secteurs et on a de la peine à mettre nos priorités. Oui? Oui, je voulais ajouter quelque chose Oui? en rapport à la question liée, quels sont les obstacles qui nous empêchent d'avoir de meilleurs résultats? Là, si on regarde un peu dans plusieurs contextes, nous avons les services étatiques comme les leads de certains groupes de travail ou des groupes thématiques. Et à ce niveau-là, il se pose un problème vraiment de capacité ou de renforcement des capacités pour s'approprier ou pour être au même niveau de compréhension de tout ce qui est lié au VBG pour qu'ils arrivent aussi à faire passer le message au niveau plus politique, au niveau plus élevé pour des plaidoyers ou l'intégration de VBG dans d'autres secteurs qui soient étatiques au fait. Et ça, c'est une question qui relève vraiment des obstacles qu'on trouve tantôt dans les opérations sur le terrain. Et aussi, je voulais encore ajouter un autre point, c'est lié à la connaissance aussi du contexte. La connaissance du contexte, ça va dans le sens où on devrait peut-être beaucoup réfléchir comment aussi arriver à travailler avec les organisations locales ou avec beaucoup plus des approches vraiment plus communautaires pour des gens qui maîtrisent déjà le contexte, ils connaissent un peu les contours et voir quel est le package qu'on peut mettre en place pour les aider, pour aider le travail en fait de surmonter certains obstacles. Merci. Merci. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, vous autorisez? Oui, pour corroborer ce que disait Justin par rapport à l'analyse du contexte, peut-être l'autre obstacle, on ne travaille pas beaucoup plus sur la sensibilité au conflit. Et donc, par rapport à certaines zones où il y a toujours les coutumes rétrogrades, et donc certaines autorités même qui sont les responsables de certains groupes de travail, et même sont les tenanciers des coutumes. Alors, on ne travaille pas beaucoup plus, on ne focalise pas beaucoup plus l'attention sur les aspects liés à la sensibilité au conflit. Et à un certain moment, ça crée un obstacle par rapport même à la coordination. C'est-à-dire, une attention particulière devrait être beaucoup plus apportée sur la sensibilité au conflit. Merci, c'est très juste. Noémie, est-ce que tu aimerais continuer avec le groupe 2, entre guillemets, les questions 2, ou comment est-ce qu'on continue? Comment tu le vois? Si quelqu'un veut encore intervenir, une dernière personne, on a encore le temps. Et sinon, je passe au groupe 2. Je pensais juste que je pense aux commentaires sur le rôle du gouvernement. Je pense que c'est vrai, c'est très important ce lien quand il y a le gouvernement qui fait la coordination avec nous, de vraiment avoir une bonne relation et de miser sur quelque part comment dire en français, cette relation professionnelle pour pouvoir être efficace. Parce que selon le contexte, et si on n'est pas préparé avant la réunion, je pense que ça peut devenir, c'est peut-être pas très juste à dire, mais quand j'étais en Palestine, je travaillais avec le gouvernement très étroitement dans la coordination. Et c'est vrai que c'est une autre façon de coordonner. Et si on n'est pas bien préparé, on ne se connaît pas bien, c'est des cultures à mélanger, je ne sais pas comment dire. Il faut s'adapter les uns aux autres et trouver les rôles pour quand même
donne un rôle au gouvernement, aux priorités du gouvernement, en même temps de garder ce rythme humanitaire et ouais. Je réalise que ce n'est pas très clair, mais je pense que c'est vraiment, il y a pas mal de choses à réfléchir sur cette... Non, mais c'est important, Astrid. Je pense que c'est aussi un défi pour les acteurs de protection tout le temps. Et surtout quand on est dans un pays, par exemple, en sortie du système cluster, on se retrouve souvent dans cette discussion sur les secteurs. On a deux pays qui, justement, c'est seulement des secteurs pour des questions aussi politiques parce que les gouvernements veulent maintenir un peu plus de contrôle par rapport au système cluster. Mais la protection, je ne pense pas de connaître, peut-être Sophie peut avoir plus d'exemples en étant assise à Genève, mais moi, je ne pense pas de connaître deux pays qui ont adopté la même approche avec la protection. Certains pays se sont appuyés sur les préfets, d'autres se sont appuyés sur la Commission droits de l'homme et les ministères de la solidarité. Et ça dépend de l'architecture gouvernementale parce que la protection est très large. Donc, souvent, à la fin de la sortie de crise, on a cette dynamique-là. Et donc, quand on a une classe de protection, la contrepartie nationale immédiate, elle est donnée quand le représentant d'HR écrit en lettre. Donc, le gouvernement décide, mais les gens qui viennent, ils ne gèrent pas toutes les problématiques de protection. Donc, alors que HR coordonne toutes les problématiques de protection. Donc, on a toujours cette, qui pour GBV est beaucoup plus simple. Parce qu'un GBV, ça sera toujours le ministère du genre. Pour la protection de l'enfance, ça sera toujours le ministère de l'Action sociale. Donc, c'est beaucoup plus simple pour ces deux sous-secteurs-là que pour la grande protection, que pour les logements thérapien, que pour les luttes anti-mines aussi, souvent. Donc, pour nous, c'est plus facile aussi, en tant que VBG, de travailler avec les acteurs nationaux. La protection, elle est un peu plus challengée, je crois. Écoute, Noémie, oui, pour faire écho à ce que tu dis, effectivement, je pense qu'on a souvent des points d'entrée qui sont multiples au niveau national et au niveau sous-national. Donc, c'est souvent, effectivement, on travaille, ça peut être avec le ministère du Plan, le ministère de la Justice, souvent pour le développement des lois et des politiques. Ça va être le ministère de la Femme. Enfin, effectivement, il y a toute une variété de ministères avec qui on travaille. Et après, en fait, il va y avoir aussi, en fonction des affinités, et puis de la bonne volonté et de l'intérêt en fait de certains de ces ministères de travailler plus ou moins dans le domaine d'être champion en fait de la protection, c'est ça qui va un petit peu définir notre investissement. Donc effectivement, c'est vraiment ad hoc, c'est fait pays par pays, je dirais même région par région, au niveau non seulement de la pertinence thématique du ministère, mais aussi de l'affinité à la notion de protection et la volonté politique, disons. Mais bon, on a trouvé un noyau très intéressant qu'on n'avait pas discuté le matin quand même sur cette partie d'interaction avec la partie nationale. Donc, si vous me permettez, maintenant, je passe à la prochaine. Bien évidemment, si quelqu'un veut revenir en arrière, c'est vraiment une réunion, c'est une consultation. Donc, c'est vraiment pour intégrer la voix et des plus grands nombres possibles dans notre stratégie future. Donc, l'autre thématique qu'on voulait traiter en priorité, c'est la question de ce qu'en anglais on appelle souvent l'agenda de localisation et qui en français j'ai toujours de la peine à traduire, mais moi je parlerai beaucoup plus volontiers de participation, renforcement et implication des acteurs nationaux. Aussi parce qu'en anglais et surtout au OCHA, il nous fait cette différence entre organisation locale et organisation nationale, c'est que je pense qu'on a un peu moins au terrain. Et c'est vrai qu'on peut avoir des organisations très petites qui travaillent juste dans une région, dans une zone limitée de nos opérations humanitaires. Donc ça, c'est un peu les correspondants d'organisations locales. Elle n'est pas très répandue, mais la plupart des organisations avec lesquelles nous travaillons dans nos sous-classes RVBG, ils sont des organisations qui sont enregistrées à niveau national. Et donc, c'est des organisations nationales. Ce n'est pas des ONG internationales, mais c'est national. Donc, comment tous ces acteurs-là, qui ont différentes formes, qui peuvent être aussi des acteurs un peu plus, moins institutionnalisés, mais un réseau, etc., comment on peut mieux les impliquer dans la coordination. Et depuis les sommets humanitaires de 2015 au mondial, on a mis un gros accent sur ça. C'est beaucoup plus efficace dans la réponse. C'est les premiers répondants, les organisations nationales. Comment nous pouvons améliorer leur participation dans la coordination, comment on peut éliminer tous les goulots d'entraînement, les obstacles, les barrières qu'ils peuvent avoir
et les organisations, surtout à leadership féminine, parce que généralement, on investit en priorité sur elles. Et dans la lutte contre les VBG, c'est elles qui sont les plus engagées sur ces thématiques-là, c'est elles qui font plus de plaidoyer. Donc, on voudrait les aider à avoir le plus de pouvoir possible à niveau, aux implications possibles à niveau de la coordination et leur pouvoir permettre d'accéder à la prise de décision et de l'influencer. Et on voudrait aussi voir comment renforcer la participation, et ce qu'en anglais on dit meaningful, donc substantielle, des organisations de ce type aux efforts de préparation aux urgences, encore une fois parce que celles qui sont devant, qui sont au terrain en première. Et donc avec cette réflexion-là, c'est beaucoup de questions, mais je veux vraiment libérer un peu la parole parce que c'est une seule question de base. C'est comment pouvoir leur donner plus de place. Quelles sont les stratégies que vous nous conseillez? Quelles sont les stratégies que vous avez expérimentées au terrain pour avoir plus de participation de ces organisations-là? Qu'est-ce qu'on devrait prioriser dans la prochaine stratégie? Est-ce que vous avez quelques exemples aussi à nous partager? Donc, la parole est libre avec cette réflexion sur les rôles des organisations nationales, surtout les organisations féminines, à leadership féminin. Vous permettez? Allez-y, Paul. Oui, par rapport à la première question, à la limite de la grande participation des acteurs nationaux, je pense que l'approche utilisée, Justin a survolé l'approche communautaire qui, la plus grande, dans la plupart des fois dans les interventions échappe parce que ici quand on parle de, comme vous avez dit, dans la réalité de plusieurs pays, il y a les organisations nationales et il y a les organisations locales. Mais l'approche se focalise beaucoup plus sur les acteurs nationaux. Mais dans la mise en œuvre, on se réalise que les acteurs nationaux se placent stratégiquement par rapport aussi aux ONG internationales ou aux agences des Nations Unies. Ce qui fait que dans le cadre de la pérennisation des actions, cela pose problème parce qu'une fois que le financement prend fin ou les organisations internationales se retirent, la plupart des fois aussi, les acteurs nationaux se retirent. Alors qu'il y a les acteurs locaux qu'on appelle parfois les OBC ou les organisations à base communautaire, auxquels on ne met pas vraiment beaucoup plus d'attention et qui sont toujours au niveau des zones, mais qui n'ont pas vraiment beaucoup d'appui en termes de renforcement des capacités, en termes d'appui financier pour continuer ou pérenniser, pour rendre les actions pérennes ou durables dans plusieurs contextes. Et cela fait à ce qu'au niveau du terrain, on remarque beaucoup plus, il n'y a pas la durabilité et non plus la pérennisation des actions. Et je vous remercie. Merci, c'était très intéressant, effectivement. Donc, comment renforcer les approches communautaires? Comment vraiment les avoir au centre? Ça peut être une très bonne stratégie, justement, pour améliorer, renforcer cette participation de ces organisations-là. D'autres idées? Normalement, ça, c'est le... Je pense que ça, c'est un des terrains de travail où on a plus d'expertise au terrain. Donc, je suis sûre que vous avez beaucoup d'idées. Moi, je n'ai beaucoup, mais il ne faut pas que je revienne en arrière en parlant toujours de la RDC. Je voulais compléter Oui, je peux parler? Ah, il y a Justin déjà qui a pris la parole. Après, c'est Fabiola. Allez, Justin. Je voulais un peu ajouter que pour une plus grande part de la coordination, on devrait aussi voir dans les groupes, dans les task force que nous avons au sein de la coordination, que ce soit au sein de clusters ou de sous-clusters, comment on pourrait aussi encourager les ONG, les acteurs nationaux à être membres de ces task force. Pour que si on a par exemple une cellule stratégique par exemple du cluster protection chargé de plaidoyer, est-ce qu'il y a vraiment de ces acteurs nationaux qu'on peut intégrer dedans pour plus
attirer leur participation et aussi voir quand même qu'ils sont aussi plus considérés dans le mécanisme de coordination. Merci. Merci beaucoup, Justin. Et donc, comment les avoir dans des rôles plus actifs? Je dirais, j'ajouterais même des rôles un peu plus de coordination peut-être aussi, pour ne pas les avoir silencieux, quoi. Et Fabiola. Oui, merci Noémie. Je pense à un exemple que peut-être dans le cadre du sous-cluster du BVOR, on peut réfléchir comment utiliser les mêmes exemples. Actuellement, il y a des pays qui ont reçu des financements Spotlight. C'est vrai que les fonds Spotlight, c'est des financements de développement. Mais dans le cadre de ce financement, il y a ce qu'on appelle groupe de référence des groupes de référence de la société civile féminine. Alors, on a pu avoir, par exemple, au Mali, un groupe de référence de leadership féminin qu'on a mis en place, qui existait, mais qui était un peu disparate. On les a amenés tous ensemble et on a un groupe de référence. C'est vraiment voir ce groupe de référence. Et dans ce groupe de référence, nous avons aussi des organisations féminines qui sont humanitaires, qui sont en même temps humanitaires et développement. Donc, c'est de voir un groupe de référence pareil. Elles ont été formées, elles ont maintenant un plan d'action, elles sont appuyées. C'est voir ces organisations pareilles, comment passer à l'échelle dans les zones humanitaires et les utiliser. C'est vrai, on en a profité des fonds Spotlight pour pouvoir les avoir, mais on peut voir dans les pays qui n'ont pas ces fonds, comment les aider et comment les utiliser. Merci. Et ça, c'est un excellent exemple et ça me fait un peu penser à la capacité qu'a eu les Call to Action au nord-est de Nigeria de mettre ensemble les partenaires et d'arriver à un résultat, de positionner une représentation des organisations féminines dans les pool funds. Donc, imaginez ça, les pouvoirs qu'il peut avoir pour l'accès au financement. Donc, ces idées-là de réseautage, des groupes de référence, c'est vraiment le Mali, maintenant, le Nigeria, ça multiplie les bonnes pratiques, quoi. Il y a Anna qui a écrit un commentaire sur le chat. Anna, si vous voulez parler, vous êtes bienvenue de parler dans les grands groupes. Sur la complétude des analyses des besoins, comme ça vous en expliquez un peu plus si vous préférez, d'expliquer davantage. Je voudrais intervenir. Bonjour. Oui, bonjour Yalkoué, bienvenue. Oui, merci. Je suis Amadou Yalkoué du sous-cluster VBG Mali. Je voudrais donner en fait l'exemple du Mali où nous avons essayé d'intégrer aussi les organisations communautaires de base dans les actions et les activités du sous-cluster, surtout au niveau terrain, au niveau des régions humanitaires, où les sous-groupes de travail impliquent directement les associations féminines dans les discussions à travers les réunions du sous-groupe de travail. Donc, cela permet de prendre en compte leurs aspirations et tout. Et tout ce qui est renforcement des capacités qui est fait sur le terrain, notamment sur tout ce qui est gestion des cas et référencement et tout, nous nous assurons d'impliquer également les associations féminines qui ne sont pas généralement formelles. Mais ce qui pose aussi problème qu'on a remarqué lors de la mise en œuvre de Hachianou Acharpi, on s'est rendu compte que les associations féminines sur le terrain n'ont pas généralement les capacités pour non seulement rédiger les projets pour les intégrer dans les Hachianou, dans les Acharpi, mais également ils ont un sérieux problème de ressources humaines pour comprendre même le processus. Donc moi je pense que ça serait une bonne idée d'assurer ce renforcement des capacités à leur niveau pour qu'elles puissent comprendre au moins même le processus, par exemple à Hachianou Acharpi, et qu'elles puissent y participer. Souvent, elles ont de très bonnes idées, de très bons projets lorsqu'on part sur le terrain, qu'on discute avec elles, parce qu'elles maîtrisent mieux le contexte du pays. Mais malheureusement, elles n'ont pas les capacités techniques ou les ressources humaines nécessaires pour participer à ce processus. Donc, pour moi, ce serait une bonne idée d'assurer le renforcement des capacités de ce côté pour pouvoir assurer pleinement leur participation dans ce processus-là.
Et récemment, au Mali, il y a eu beaucoup de discussions, même avec les structures nationaux qui se plaignaient beaucoup qu'ils participent au processus Artiarno, mais ils ont l'impression que c'est seulement les organisations internationales qui sont financées. Ils ne comprennent pas trop le processus. Donc, je pense qu'il serait mieux de réfléchir à comment mieux intéresser et les organisations communautaires de base, mais aussi les organisations nationales au niveau pays dans ce processus qui se sentent un peu plus impliqués et voir comment ils peuvent voir les résultats au final. Merci. Merci beaucoup, très intéressant. Et ça m'a fait penser à la réflexion de ce matin avec l'autre groupe. Effectivement, cette même réflexion sur l'investissement dans les capacités managériales, financières des organisations féminines ou des organisations nationales aussi plus en général, ça peut être une des priorités à court terme sur lesquelles investir. Merci pour ce conseil. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, d'autres idées? D'autres exemples dans les pays? Personne n'a fait des exemples sur comment avoir un peu plus de contribution des organisations nationales à la préparation aux urgences aussi. Mais on en parlera tout à l'heure aussi. Fabiola va modérer le dernier groupe. C'est bon, il n'y a plus de mains levées? Ok. Fabiola, je vais faire stop sharing et comme ça, tu peux partager tes questions et je te laisse la parole pour la partie sur la préparation aux urgences. C'est bon? Oui, non, on ne voit pas encore. Ah, ok. Fais share screen. Authorized. Ou partager écran. Je ne sais pas si c'est en anglais ou en français, ton Zoom. Autorisez-vous UNFPA Zoom? Ça ne passe pas, hein? Clique Vous encore pouvez une fois. essayer maintenant? Voilà. En tout cas, ça me pose des questions. Ferme et relance parce qu'il ne t'avait pas mis cost. Ok. Clique sur le vert et partager écran là, en bas. Et tu vas choisir ton écran, ça va aller. Votre navigateur bloque l'accès. Bon, je vais essayer si je peux partager les tiens alors. Par contre, ça sera dans plusieurs slides. C'est pas grave, hein? Non, je t'envoie directement le slide que je fais, je pense. Pardon de ces petits problèmes techniques. C'est envoyé. Pardon à tout le monde. Tu l'as? Bien évidemment, mon email a voulu se fermer. Elle me demande les passwords et tout ça, donc je vais prendre une éternité à faire ça. Je vais te partager celui-là avec beaucoup de questions. Ok, merci à tout le monde. Nous allons maintenant parler de la préparation aux urgences, qui est un point clé qui nous permet aussi d'avancer dans la réponse aux violences basées sur le genre, dans la mitigation de risques, mais aussi dans la prévention.
Vas-y, Noémie. Ok, nous avons 6 questions auxquelles nous allons répondre. Dommage qu'on n'a pas mis sur un seul écran, un seul slide plutôt, mais nous allons pouvoir aller vite parce que chaque question, c'est 5 minutes. Tu es rentré? Ok. Alors, quel est le premier défi dans la préparation aux urgences pour les acteurs de protection et spécifiquement pour ceux de la VBG? À vous la parole. Quel est le défi que nous rencontrons pour la préparation aux urgences en tant qu'acteur protection, mais aussi acteur VBG? Alors, comme vous le savez, de temps en temps, quand il s'agit des urgences, il nous arrive de ne même pas avoir l'analyse de la situation de base. On nous dit à Nyonyo, il y a eu une attaque. Nous n'avons aucune information sur Nyonyo pour les éventuels risques de VBG, les éventuels risques de protection. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le défi que nous rencontrons? Bon, je peux parler? Oui, Justin. Oui, vraiment, le premier défi qu'on rencontre souvent dans la préparation aux urgences, c'est lié même aux ressources humaines, donc les capacités. Parce que parfois, nous sommes on nous dit, voilà, ça, il y a par exemple des populations, je ne sais pas, où il y a choc ou crise dans telle zone, et quand on arrive là que la communauté ou la population entend le mot même humanitaire. Et du coup, on est censé donc travailler avec les communautés, avec le membre de la communauté ou avoir des ressources vraiment locales, au niveau local pour la bonne réponse, pour tout ce qui est du langage, parce que parfois le langage aussi ou la langue, ça diffère d'un milieu à un autre. Et quand on arrive dans ces zones, les gens n'ont rien en tout ce qui est, par exemple, de la réponse. Ça, c'est le premier défi auquel on fait face. Le deuxième défi en termes de préparation aux urgences, parfois on n'a pas même donc l'essentiel. L'essentiel, c'est en termes, par exemple, de ressources même financières, en termes même des éléments liés au contexte. Et du coup, on ne sait pas comment planifier la réponse par rapport aux urgences. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justin. Yalkouye? Oui, en fait, pour moi, l'un des boulots d'étranglement pour préparer l'urgence, c'est surtout l'accès aux données. Vous avez donné l'exemple de Nyono qui peut être attaqué ou qui a besoin d'une assistance de protection. Mais le problème est que nous avons au niveau de nos opérations un sérieux manque de ressources, non seulement humaines, mais des capacités à pouvoir collecter ou à couvrir un certain nombre de zones. Donc, pour pouvoir mieux préparer une réponse, il faut avoir des informations ou en tout cas des données fiables sur la zone. Et malheureusement, souvent, c'est juste après le choc que nous nous déployons à faire des analyses sur le terrain et sur certaines localités pour pouvoir apporter une réponse. Donc, il faut peut-être au préalable renforcer ces mécanismes d'analyse ou d'évaluation sur les différentes localités et pouvoir avoir des données assez fiables et à jour pour pouvoir assurer une bonne préparation aux urgences. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yalkouye. Zawadi? Quelqu'un d'autre? Peut-être pour ajouter à ce que les collègues ont dit, il y a aussi un problème sérieux d'accès, surtout l'accès physique et sécuritaire, pour préparer la réponse d'urgence. Mais au-delà de cela, il y a aussi
les faibles systèmes de mécanismes d'alerte précoce. Parfois même, il y a des fois où les alertes viennent avec retard et le temps, comme le collègue a dit, de mettre en place une équipe pour les évaluations et suivre avec les interventions, parfois on se retrouve qu'on dépasse, on est au-delà des temps normaux d'intervention d'urgence entre les 2 semaines et les 4 semaines qui suivent l'urgence. C'est un peu ça comme obstacle. Merci beaucoup. Merci. S'il y a quelqu'un d'autre, sinon nous passons à la deuxième question. Fabiola, si je peux ajouter quelque chose. Oui, Nadia. Ce que j'ai vu quand on faisait les plans de contingence pour les inondations, le problème de la protection, c'est, bon, disons, il y a beaucoup de choses en fait qu'on met dans les plans de contingence qui sont des choses physiques. Donc, autant c'est facile, on peut dire on a X nombre de kits de dignité qu'on pourra distribuer, autant il y a beaucoup d'interventions qui sont plutôt sur le plan psychosocial. Et là, on ne va pas dire qu'on a 40 travailleurs sociaux en stand-by pour les inondations. Donc, il y a aussi ça, où une grande partie de nos interventions, en fait, est soft. Et ça rend aussi la préparation plus difficile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous venez juste de décrire les défis. Manque de capacité, pas de travail au niveau communautaire préalable, manque de données, manque de ressources financières, l'accès, les problèmes d'accès qui est très, très crucial, surtout dans des pays comme au Mali. Manque d'information, manque de prépositionnement, de ressources réelles comme les kits de dignité, comme le renforcement du personnel dès le départ. Voici les défis auxquels nous sommes confrontés. On peut aller à la deuxième question. Alors, c'est la même question qui nous revient. Hein? Comment voyez-vous le rôle des organisations nationales et des organisations à base communautaire dans les actions de préparation aux urgences? Comment pouvons-nous mieux soutenir leur travail? En fait, ici, c'est pour dire, nous avons une urgence, j'ai donné la zone, mais nous avons une urgence dans telle zone. Avons-nous préparé, comment pouvons-nous préparer les organisations à base communautaire, les organisations nationales, pour à chaque fois qu'il y a une urgence, qui peuvent mieux soutenir notre travail? Voici la question. À vous. Nous savons que les organisations de la société civile, les organisations nationales, même les organisations à base communautaire, elles sont là avant que les humanitaires ne viennent. Ils ont leur propre mécanisme qu'ils utilisent pour, par exemple, pallier aux inondations, travailler pour la protection de filles et de femmes. Comment pouvons-nous maintenant renforcer leur rôle dans le travail que nous menons pour qu'ils puissent nous soutenir avant que nous puissions arriver? À vous la question. Vous êtes calme, hein? Alors, comment soutenir les autorités nationales dans les actions de préparation aux urgences? Par exemple, je donne un exemple du Mali. Hein. Quand il y a des urgences, par exemple les inondations, le gouvernement travaille sur un plan avec des acteurs humanitaires. Ils nous partagent le plan pour que nous puissions. Mais il arrive souvent que le plan donne toute une
qui n'ont rien à voir avec les données. Alors, comment pouvons-nous soutenir? Fabiola, tu was down. Est-ce que vous avez compris la question? Oui, bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Comment soutenir les autorités nationales dans les actions de préparation aux urgences? L'un des points que je peux soulever pour cette question, c'est comment on soutient le gouvernement dans l'élaboration, par exemple, des documents stratégiques opérationnels par rapport à la préparation aux urgences. S'ils veulent, par exemple, faire un plan de contingence, ils veulent mettre en place un plan d'action ou un cadre national stratégique par rapport aux urgences, comment nous, l'expertise que nous apportons au gouvernement pour qu'il ait un plan qui prend en compte bien les aspects techniques et aussi les aspects éthiques par rapport à la protection, par rapport au VBG, par rapport à la protection de l'enfance, etc. Oui, c'est un très bon exemple, mais Fabio a des retours. J'ai été coupée, hein? Ça vient, ça sort, je m'excuse. Pas grave, je te fais le backup. Ça a avancé. Il y a Justin qui a fait des exemples de comment aider les gouvernements avec les plans de contingence, avec l'assistance technique, tout ça. Et je pense que cette question est là beaucoup aussi pour la réflexion justement sur les catastrophes naturelles, parce qu'on en travaille de plus en plus. On est en plus fragile. Et on est un peu peut-être moins préparé dans notre zone par rapport aux réactions quand il y a un peu de guerre ou de crise post-électorale. Mais ça s'applique à toute situation. Bon, je te laisse continuer, Fabiola. Ok. Merci. Je pense qu'on peut aller à l'autre question. Alors, comment la prévention primaire et les interventions adressant l'égalité des sexes s'intègrent au travail de préparation aux urgences? Ça, c'est une très bonne question. Fabiola, qu'est-ce que tu veux dire par prévention primaire? Alors, je voudrais peut-être donner l'exemple de la prévention primaire. Mettre en place des systèmes de loi, de prévention, ça peut être une prévention primaire. Renforcer les capacités des organisations féminines dont on a parlé, c'est vraiment la base de notre travail de prévention. Ok, merci. Comment la prévention primaire et les interventions adressant les questions de genre s'intègrent au travail de préparation aux urgences? Je vais donner un exemple qui s'était passé au Libéria. Au Libéria, il y avait un flux de réfugiés qui étaient venus de la Côte d'Ivoire et le secteur de protection avait demandé qu'on mette en place déjà un groupe de travail sectoriel VBG, donc je suis allée pour aider. Quand je suis arrivée, c'est vraiment à Nimba, c'est un village, mais dans le village, il y avait déjà des SOP qui existaient. Bien sûr qu'ils avaient déjà la loi. Donc, c'était vraiment la prévention primaire était là. Déjà, un ministère sur les questions de genre qui était très fort, avec des dénombrements sur le terrain dans le village. Donc, quand nous sommes arrivés, pour la préparation, pour les interventions rapides, c'était facile parce que c'était des gens qui avaient des capacités renforcées qui nous ont aidés. Alors, comment cette prévention... Allez-y.
Bon, en tout cas, la question pour moi n'est pas du tout claire, mais peut-être je voulais juste dire, donc en amont, quand nous travaillons par exemple avec le ministère de genre, ou quand nous, par exemple nous sommes déployés dans un contexte donné, et il serait très important qu'on regarde un peu l'existant, quels sont vraiment qu'on fait un peu la revue documentaire et voir au niveau du pays quels sont les documents nécessaires ou les lois nécessaires qui ne sont pas mises en place et voir comment, en termes d'appui technique, en termes d'interaction avec les autres intersecteurs ou l'équipe humanitaire, comment on peut les aider au fait à développer, par exemple, développer des lois qui peuvent être soumises donc que ce soit à l'Assemblée nationale pour voilà, pour promulgation ou validation. C'est juste vraiment dès qu'on arrive, comment on travaille avec le ministère, comment on travaille avec les groupes, par exemple, des travails existants, qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de la préparation aux urgences. Merci, merci Zawadi. Mais une question est claire. La question n'est pas peut-être claire comme vous le dites, mais je voudrais encore réexpliquer. Hein. La préparation aux urgences, c'est un travail qu'on fait au préalable. On n'intervient pas directement. Si par exemple aujourd'hui j'ai un plan de contingence, dans le plan de contingence, il y a des actions de prévention qui sont mises dans le plan auxquelles nous pouvons travailler au fur et à mesure. C'est quand l'urgence arrive, quand on est préparé, on peut pouvoir quand même atténuer les risques. Et maintenant, dans un pays où les questions, les interventions adressant l'égalité des genres n'existent pas, les femmes n'ont pas des activités économiques qui les aident, ça peut poser des problèmes. Au fait, moi, je voulais qu'on ouvre un peu le débat sur cette question. Ouais, en fait, comme tu as souligné, la plupart des cas, il y a des bons documents, des bons outils qui existent. Maintenant, la mise en œuvre ou l'opérationnalisation de ces outils, c'est ça ce qui cause problème. Si je prends par exemple l'exemple de la RDC d'où je viens, donc il y a beaucoup, donc le cadre est déjà défini, il y a beaucoup de lois sur plusieurs sujets, mais l'applicabilité ou l'opérationnalisation de ces lois ou de ces outils qui existent, c'est ça le problème. Bien que aussi, si on est en train de parler, on peut avoir le plan de contingence, on peut avoir tous les documents, mais quel est le plan d'action derrière ces documents pour que les rôles et les responsabilités soient bien définis et quand les urgences arrivent comme ça, qu'on ne soit pas surpris. Au fait, exact. Merci Justin. Merci Justin. On va remettre la parole à Noémie. Mais avant de remettre la parole à Noémie, je voulais juste insister que la préparation aux urgences s'est faite au moment où nous sommes en train d'intervenir. Nous devons pouvoir, il y a même des fonds qui existent dans certaines agences, LEAD, pour pouvoir appuyer la préparation aux urgences. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le travail que nous faisons. Nous attendons intervenir quand on nous apprend qu'il y a une attaque, qu'il y a le mouvement de population, nous devons pouvoir, peut-être dans la stratégie actuelle, voir réellement comment nous aider avec des actions clés pour la préparation aux urgences. Merci beaucoup et merci pour votre appui. À vous la parole, Noémie. Peut-être avant de clôturer, je voulais... Oui, Amissi. Oui, je voulais revenir un peu sur les points que vous avez insinués tantôt par rapport à l'égalité des sexes. Je voulais dire que l'autre problème concerne beaucoup plus l'analyse sur les barrières qu'on retrouve dans chaque contexte par rapport à l'analyse des contextes. Quelles sont les barrières, par exemple, qu'ont les femmes pour accéder aux ressources par rapport aux hommes, par rapport à l'égalité. Et donc, les problèmes se posent parce que même s'il y a des documents, comme a dit Justin, même si les lois sont là, mais les barrières
sont liées beaucoup plus par rapport aux coutumes rétrogrades ou à la tradition au niveau maintenant local. Ce qui fait que, bien que les lois sont là, mais les lois ne sont pas applicables parce que la coutume semble avoir une force, bien que ce soit une coutume contre les games ou contraire à la loi, semble avoir une force. La population se retrouve beaucoup plus axée ou focalisée sur cette coutume-là, contraire à la loi par rapport à la loi en elle-même. C'est pour cela que dans le cadre de la préparation, il y a certaines activités qui doivent être mises en place, dont notamment les activités de sensibilisation. Et là, par exemple, comme dans le cadre de la protection de l'enfant, les activités doivent viser beaucoup plus les trois niveaux locaux. Donc, au niveau familial, au niveau de la femme elle-même d'abord et de la fille. Merci, Amici. Merci. Vous allez mettre vos interventions dans le chat. Comme ça, on va les prendre en compte. Ok, merci, sans problème. Merci beaucoup, Fabiola, d'avoir modéré toutes ces parties sur la préparation aux urgences. Et merci à tout le monde d'avoir participé à la consultation francophone des acteurs de protection pour la révision de la nouvelle stratégie BBG. Et Astrid, est-ce que tu peux nous faire 2-3 mots pour clôturer, s'il te plaît? On a perdu Astrid. Non, je ne suis pas perdue, pas encore. J'ai éteint parce que je tousse, ça fait du bruit. Non, juste un grand merci à tout le monde. C'est vrai que c'est très important pour nous d'avoir des voix francophones parce que vous amenez toujours un peu de différentes idées et notre nuances ou couleurs. Et c'est important parce qu'on avait la même chose au début de notre première stratégie et ça a changé un peu la façon qu'on a la vision, je pense, de tout. Surtout un grand merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, d'avoir partagé, d'avoir donné des inputs, de consacrer du temps parce que c'est pas évident. Je sais que tout le monde est très, très occupé. Un grand merci à Noémie et Fabiola, à Dish, tout le monde sur l'appel. C'est vraiment... oui, c'était très riche. Et surtout, si vous avez envie de discuter des points spécifiques, si vous vous réveillez demain matin et que vous vous dites « Ah, mais il y a un truc, il faut que je leur dise parce qu'ils doivent améliorer quelque chose dans leur vision des choses », sachez que vous pouvez toujours contacter Hannah J. Son nom est sur l'écran. Vous pouvez aussi, bien sûr, parler directement avec Noémie pour ceux qui l'appuient au pays ou discuter avant. Mais pour ceux qui est vraiment la stratégie et la vision, c'est Hannah J. qui est la personne principale. Et bien sûr, avec Noémie, parce qu'il faut peut-être une traduction. Donc, je vous encourage de réfléchir encore et merci beaucoup d'enrichir notre discussion, d'avoir consacré tout ce temps pour nous aider à mieux faire dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.